Il existe une question que l'on évite soigneusement de poser dans les médias internationaux. Une question qui dérange, parce que la réponse remet en cause l'histoire officielle. Pourquoi Haïti, première république noire libre du monde, est-elle encore aujourd'hui l'un des pays les plus punis, les plus isolés et les plus instables? On nous dit que c'est à cause de la corruption. On nous dit que c'est à cause de la mauvaise gouvernance. On nous dit que c'est à cause de la pauvreté. Mais ces réponses sont incomplètes et parfois volontairement trompeuses. Haïti ne dérange pas parce qu'elle est pauvre. Haïti dérange parce qu'elle a osé, avant tous les autres, briser un ordre mondial fondé sur l'esclavage et la hiérarchie raciale. Et ce geste n'a jamais été pardonné. Quand Haïti a déclaré son indépendance, ce n'est pas seulement la France qui a été choquée. C'est tout un système économique mondial qui a tremblé. Un système basé sur l'exploitation, sur le travail forcé, sur l'idée que certains peuples n'avaient pas le droit d'être libres. La victoire haïtienne a envoyé un message dangereux. Les esclaves pouvaient gagner, les colonisés pouvaient se libérer. Et cet exemple devait être étouffé. Ce qui a suivi n'a pas été une simple négligence. Ce fut une stratégie silencieuse, longue, méthodique. Une punition sans bombe, une sanction sans déclaration officielle. Haïti a été isolé, affamé économiquement, forcé de payer pour sa liberté et privé du droit de se développer normalement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la pauvreté haïtienne n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un enchaînement de décisions internationales, prises sur plusieurs siècles. Des décisions qui ont freiné, bloqué, saboté toute tentative réelle de stabilité. Et aujourd'hui encore, ce passé pèse sur chaque crise actuelle, sur chaque intervention étrangère, sur chaque discours hypocrite de soutien. Ce documentaire n'est pas là pour victimiser Haïti. Il est là pour remettre les faits dans leur contexte, pour comprendre pourquoi certains pays ont été aidés à se relever et pourquoi Haïti, elle, a été maintenue à genoux. Si tu crois que ce que tu sais sur Haïti est complet, regarde jusqu'à la fin, parce que l'histoire que tu connais n'est qu'une partie du récit. Après avoir vaincu l'une des armées les plus puissantes de son époque, Haïti pensait avoir gagné sa liberté. Mais ce que peu de manuels scolaires expliquent, c'est que la victoire militaire ne signifiait pas la fin de la domination. Elle marquait simplement le début d'une autre forme de contrôle, plus discrète, plus durable et tout aussi destructrice. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Haïti fut contrainte d'accepter une dette imposée par la France. Sous la menace directe d'une flotte de guerre positionnée au large des côtes haïtiennes, le jeune État dut s'engager à verser une somme colossale en échange de la reconnaissance officielle de son indépendance. Cette dette n'était pas une aide, elle était une rançon. Le montant exigé dépassait largement les capacités économiques du pays. Pour payer, Haïti dut emprunter auprès de banques françaises à des taux élevés, s'enfermant ainsi dans un cycle d'endettement dès les premières années de son existence. Une nation née libre se retrouvait déjà prisonnière financièrement. Cette dette, souvent appelée dette de l'indépendance, a pesé sur l'économie haïtienne pendant plus d'un siècle. Une part immense des revenus de l'État était consacrée au remboursement, au détriment de l'éducation, des infrastructures, de la santé et du développement économique. Pendant que d'autres nations investissaient dans leur avenir, Haïti payait pour son passé. Les conséquences furent profondes et durables. Faute de moyens, l'État haïtien resta faible. Les institutions ne purent se structurer correctement. Les routes, les ports, les écoles et les hôpitaux furent négligés. Ce manque d'investissement initial créa un retard structurel dont le pays ne s'est jamais totalement remis. Mais la dette n'était pas seulement économique, elle était symbolique. Elle envoyait un message clair au reste du monde. L'indépendance des anciens esclaves avait un prix si élevé qu'il servirait d'avertissement à toute autre colonie tentée de suivre le même chemin. Cette punition financière a contribué à isoler Haïti sur la scène internationale. Peu de pays osèrent commercer librement avec une nation perçue comme dangereuse pour l'ordre établi. Les investissements étrangers étaient rares, les opportunités de développement limitées. L'isolement n'était pas accidentel, il était stratégique. Ce système a installé une fragilité durable. Un État pauvre, dépendant de l'extérieur, incapable de répondre pleinement aux besoins de sa population. Et lorsque les crises internes apparaissaient, elle trouvait un terrain déjà affaibli, déjà vulnérable. Comprendre cette dette, ce n'est pas excuser tous les échecs actuels. C'est comprendre pourquoi Haïti n'a jamais eu les mêmes conditions de départ que d'autres nations. C'est comprendre pourquoi le pays a dû lutter non seulement contre ses propres difficultés, mais aussi contre un héritage économique injuste, imposé dès sa naissance. La dette de la liberté n'est pas un chapitre clos de l'histoire. Elle continue de résonner dans chaque crise financière,
dans chaque dépendance extérieure, dans chaque difficulté à construire un État fort. Elle est l'une des clés essentielles pour comprendre pourquoi Haïti dérange encore aujourd'hui, parce que son existence rappelle une injustice que le monde n'a jamais réellement réparée. Après l'imposition de la dette de l'indépendance, Haïti ne fut pas seulement appauvrie, elle fut progressivement isolée. Un isolement qui ne portait pas toujours un nom officiel, mais qui se manifestait par des refus, des silences, des exclusions et des absences de coopération. Un isolement discret, mais profondément efficace. Pendant de nombreuses années, Haïti ne fut reconnu que par très peu de pays. Les grandes puissances commerciales hésitaient à établir des relations normales avec une nation née d'une révolte d'esclaves. Cette méfiance n'était pas idéologique seulement, elle était stratégique. Reconnaître Haïti trop tôt, trop ouvertement, c'était risquer d'encourager d'autres peuples colonisés à réclamer leur liberté. Ainsi, Haïti entra dans le concert des nations avec un handicap majeur. Elle existait juridiquement, mais pas pleinement politiquement ni économiquement. Les échanges commerciaux étaient limités, les alliances diplomatiques rares, les opportunités de coopération presque inexistantes. Là où d'autres États bénéficiaient de partenariats, de transferts de compétences et de capitaux, Haïti devait se débrouiller seul. Cet isolement a eu un effet cumulatif. Privé de réseaux internationaux solides, l'État haïtien ne pouvait pas renforcer ses institutions. Les administrations restaient fragiles, dépendantes de ressources limitées et souvent instables. L'absence de soutien structurel favorisait l'improvisation permanente, plutôt que la planification à long terme. L'isolement n'était pas seulement économique, il était aussi symbolique. Haïti était souvent présenté comme une anomalie, une exception dangereuse, un cas à part. Cette narration a contribué à marginaliser le pays dans les discours internationaux. On parlait peu d'Haïti quand tout allait relativement bien, mais beaucoup lorsqu'une crise éclatait. Le pays devenait alors un sujet humanitaire, rarement un partenaire politique. Ce traitement différencié a façonné la manière dont Haïti a été perçue, mais aussi la manière dont elle s'est perçue elle-même. Être constamment ignorée ou réduite à ces catastrophes a renforcé un sentiment d'abandon et de méfiance envers le monde extérieur. Chaque intervention tardive semblait confirmer une vérité douloureuse. Haïti ne comptait que lorsqu'elle s'effondrait. Avec le temps, cet isolement a aussi favorisé des dépendances malsaines. Faute de relations équilibrées, le pays s'est retrouvé lié à des aides ponctuelles, souvent conditionnelles, rarement durables. L'absence d'un cadre international stable a laissé place à des accords improvisés, à des solutions temporaires, à des interventions fragmentées. Comprendre l'isolement d'Haïti, ce n'est pas affirmer que le monde entier a conspiré en permanence contre elle. C'est reconnaître qu'un choix collectif a été fait, celui de ne pas intégrer pleinement Haïti dans l'ordre international naissant. Et ce choix a eu des conséquences durables sur sa trajectoire politique, économique et sociale. Cet isolement a créé un terrain propice aux crises internes. Un État affaibli sans appui extérieur solide est plus vulnérable aux divisions, aux luttes de pouvoir et aux ingérences ponctuelles. Chaque difficulté interne se trouvait amplifiée par l'absence de filets de sécurité diplomatiques et économiques. Aujourd'hui encore, les traces de cet isolement sont visibles, dans la fragilité des institutions, dans la dépendance à l'aide d'urgence, dans la difficulté à faire entendre une voix haïtienne forte sur la scène internationale. L'isolement n'est plus total, mais ses effets persistent, comme une ombre longue projetée sur le présent. Comprendre ce silence historique, c'est comprendre pourquoi Haïti n'a jamais eu l'espace nécessaire pour se reconstruire sereinement. Et c'est aussi comprendre pourquoi le pays dérange encore, parce que son existence rappelle une exclusion jamais pleinement reconnue, ni réellement réparée. L'un des aspects les plus puissants, mais les moins visibles, de l'isolement d'Haïti réside dans la manière dont le pays est raconté au reste du monde. Car au-delà des décisions politiques et économiques, il existe une autre forme de contrôle, le contrôle du récit. Depuis des décennies, Haïti apparaît dans les médias internationaux presque exclusivement à travers le prisme de la catastrophe. Tremblements de terre, ouragans, violences, pauvreté extrême, instabilité politique. Ces réalités existent, mais elles ne constituent jamais l'ensemble de l'histoire. Pourtant, ce sont elles qui dominent l'espace médiatique. Quand Haïti est mentionné, c'est rarement pour parler de sa culture, de ses penseurs, de ses initiatives locales, de sa créativité ou de sa résilience quotidienne. Le pays devient un symbole de l'échec, un exemple à ne pas suivre, une image figée dans le chaos. Cette répétition crée une perception globale. Haïti est un problème permanent, sans solution possible. Ce type de narration a des effets profonds. Il façonne l'opinion publique internationale,
influence les décisions politiques et justifie certaines formes d'indifférence. Quand un pays est constamment présenté comme irrécupérable, il devient plus facile d'expliquer pourquoi on ne s'engage pas davantage pour l'aider à se reconstruire durablement. Mais ce récit a aussi un impact interne. À force d'être décrite uniquement sous un angle négatif, une nation finit par intérioriser cette image. Le regard extérieur devient un miroir déformant, mais persistant. Cela alimente le découragement, la perte de confiance collective et parfois même le rejet de soi. Les médias internationaux ne mentent pas toujours sur Haïti. Ils sélectionnent, ils simplifient, ils réduisent. Et cette sélection n'est jamais neutre. Elle répond à des logiques d'audience, de rapidité, de narration facile. Une histoire complexe, nuancée, demande du temps. Une image de chaos se vend plus vite. Il faut aussi noter que la parole haïtienne est rarement centrale dans ces récits. Les experts invités à parler du pays sont souvent extérieurs. Les analyses sont produites ailleurs. Les solutions sont imaginées sans toujours inclure ceux qui vivent la réalité quotidienne. Haïti est raconté, mais rarement écouté. Ce déséquilibre médiatique contribue à maintenir une distance entre Haïti et le reste du monde. Il empêche la construction d'un dialogue équitable. Et il renforce l'idée que le pays est un sujet d'étude ou de compassion, mais pas un acteur à part entière de l'histoire mondiale. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour saisir pourquoi Haïti dérange. Parce qu'elle ne rentre pas facilement dans les récits simples. Parce que son histoire remet en cause certaines narrations dominantes. Et parce que reconnaître pleinement la complexité haïtienne obligerait à revisiter des responsabilités passées et présentes. Tant que le récit restera réduit à des images de ruines et de crises, Haïti restera enfermé dans un rôle qui ne lui permet pas d'être perçu autrement. Changer la réalité passe aussi par changer la manière de raconter. Et cette bataille du récit est l'un des fronts les plus silencieux mais aussi les plus déterminants de l'histoire haïtienne contemporaine. Aujourd'hui encore, Haïti occupe une place particulière dans les calculs des grandes puissances. Officiellement, le discours est presque toujours le même. Soutien à la stabilité, aide humanitaire, accompagnement démocratique. Mais derrière ces mots se cache une réalité plus complexe, faite d'intérêts stratégiques, de craintes régionales et de contradictions profondes. Haïti n'est pas un pays riche en ressources naturelles stratégiques. Elle ne possède ni pétrole en quantité exploitable, ni minerais rares capables d'attirer massivement les investissements internationaux. Pourtant, sa position géographique lui confère une importance particulière. Située au cœur de la Caraïbe, à proximité directe des États-Unis, elle représente un enjeu migratoire, sécuritaire et politique non négligeable. Pour certaines puissances, Haïti est avant tout perçu comme un risque à contenir, un risque de flux migratoires incontrôlés, un risque d'instabilité régionale, un risque humanitaire susceptible de provoquer des crises diplomatiques. Dans cette logique, l'objectif principal n'est pas nécessairement de transformer Haïti en un État fort et autonome, mais d'éviter que la situation ne dégénère au point de devenir incontrôlable. Cette approche explique en partie la nature des interventions internationales. Elles sont souvent réactives plutôt que préventives. On intervient lorsque la crise atteint un seuil critique, puis on se retire partiellement dès que la pression retombe. Cette gestion à court terme maintient une forme de statu quo, sans s'attaquer aux causes profondes des difficultés haïtiennes. Il existe également une peur plus diffuse, rarement exprimée publiquement, celle d'un précédent. Haïti reste, dans l'imaginaire historique, le symbole d'une rupture radicale avec l'ordre colonial. Reconnaître pleinement les injustices subies par le pays ou soutenir une reconstruction ambitieuse et autonome impliquerait de rouvrir des débats sensibles sur la responsabilité historique, les réparations et les déséquilibres hérités du passé. Le soutien international à Haïti oscille entre assistance et contrôle. On aide mais on surveille, on finance mais on conditionne. On soutient des processus politiques, mais sans toujours accepter que les choix finaux échappent à l'influence extérieure. Cette ambivalence fragilise la souveraineté du pays et nourrit une méfiance croissante au sein de la population. Du côté haïtien, cette relation complexe alimente un sentiment paradoxal. D'un côté, l'aide extérieure est indispensable pour répondre aux urgences. De l'autre, elle est perçue comme une intrusion permanente, parfois humiliante, dans les affaires nationales. Cette tension complique la construction d'un projet politique clair et consensuel. Le jeu des grandes puissances autour d'Haïti n'est donc ni entièrement cynique, ni véritablement altruiste. Il est pragmatique, calculé, souvent incohérent. Et dans ce jeu, Haïti se retrouve trop souvent en position de faiblesse, contrainte de négocier sa survie plutôt que son développement. Comprendre cette réalité géopolitique permet de mieux saisir pourquoi Haïti dérange encore aujourd'hui.
parce qu'elle ne rentre pas facilement dans les logiques de domination classiques, parce qu'elle rappelle un passé que certains préfèrent oublier, et parce qu'un Haïti réellement stable, souveraine et consciente de son histoire, poserait des questions inconfortables à l'ordre mondial actuel. Il existe une dimension de la crise haïtienne dont on parle rarement de manière frontale, ce qui se passe à l'intérieur même de la société haïtienne, au-delà des influences extérieures. Car si Haïti dérange le monde, elle dérange aussi certaines logiques internes qui se sont installées au fil du temps. L'une des vérités les plus inconfortables est la suivante. Un pays peut être historiquement victime d'injustices profondes tout en développant, avec le temps, des mécanismes internes qui entretiennent son propre blocage. Reconnaître cela ne signifie pas nier les responsabilités extérieures. Cela signifie accepter que le chaos n'est pas seulement imposé, il est parfois reproduit. Depuis des décennies, une partie des élites politiques et économiques haïtiennes a appris à fonctionner dans l'instabilité. Le désordre est devenu un espace de pouvoir. Dans un système chaotique, les règles sont floues, les responsabilités diluées et les abus plus faciles à masquer. Cette réalité a créé une classe d'acteurs qui tirent profit de la crise permanente. La division est l'un des outils les plus efficaces de ce système. Divisé par la politique, par la classe sociale, par la région, par la religion, par l'idéologie. Tant que la population est fragmentée, elle ne peut pas formuler d'exigences collectives claires. Chacun se bat pour sa survie immédiate, pendant que les décisions majeures se prennent ailleurs. Un autre élément clé est la normalisation de l'urgence. Quand un peuple vit constamment dans la crise, il n'a plus le temps de réfléchir au long terme. Il réagit, il s'adapte, il improvise. Cette mentalité d'urgence empêche la construction d'institutions solides, fondées sur la continuité et la responsabilité. Il y a aussi la question de la désinformation et de la manipulation émotionnelle. Dans un contexte de pauvreté et de frustration, les discours simplistes trouvent un terrain fertile. On promet des solutions rapides à des problèmes complexes. On désigne des ennemis visibles pour masquer des mécanismes plus profonds. Et beaucoup finissent par confondre colère et lucidité. Ce que l'on ne veut pas que les Haïtiens comprennent, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les postes officiels, mais dans la capacité collective à refuser certaines pratiques. Refuser la corruption quotidienne, refuser la violence comme langage politique, refuser la résignation déguisée en réalisme. La crise haïtienne est souvent présentée comme inévitable, presque naturelle. Cette idée est l'une des plus dangereuses. Elle déresponsabilise, elle décourage, elle anesthésie. Un peuple convaincu que rien ne peut changer finit par ne plus tenter de changer quoi que ce soit. Comprendre ces mécanismes internes ne signifie pas culpabiliser la population. Cela signifie rendre visible ce qui est invisible, mettre des mots sur des habitudes, des réflexes, des peurs héritées, car on ne transforme pas ce que l'on refuse de nommer. Haïti ne pourra pas se libérer durablement uniquement par des décisions prises à l'extérieur, ni uniquement par un changement de dirigeant. Elle devra aussi affronter ses propres contradictions, ses propres compromis avec le désordre, ses propres renoncements silencieux. Ce blocage intérieur est peut-être l'un des aspects les plus dérangeants de l'histoire haïtienne contemporaine, parce qu'il oblige à regarder au-delà des coupables évidents, parce qu'il rappelle que la reconstruction n'est pas seulement une affaire de politique ou d'aide internationale, mais aussi une affaire de conscience collective. Tant que ces mécanismes resteront incompris ou ignorés, Haïti continuera à osciller entre espoir et désillusion. Mais le jour où une masse critique de citoyens décidera de comprendre, puis de refuser, alors le pays cessera d'être seulement un symbole de résistance passée pour redevenir un acteur de son propre avenir. Arrivé à ce stade du récit, une évidence s'impose. Aucune transformation durable n'est possible sans un réveil mental profond. Pas un slogan, pas une promesse électorale, un véritable changement de rapport à soi-même, au collectif et à l'avenir. Le réveil mental commence par une rupture avec certaines illusions confortables. L'illusion qu'un homme providentiel viendra sauver le pays. L'illusion qu'une intervention étrangère réglera des problèmes enracinés depuis des générations. L'illusion que le temps, à lui seul, finira par arranger les choses. Ces croyances sont rassurantes, mais elles paralysent. Un pays se reconstruit lorsque sa population cesse d'attendre et commence à exiger. Exiger de la cohérence, exiger des règles claires, exiger des comptes, mais aussi exiger de soi-même une discipline nouvelle. La discipline n'est pas une soumission. Elle est une condition de la liberté collective. Le réveil mental implique également de revaloriser des principes longtemps affaiblis par le chaos. Le respect du temps, le respect de la parole donnée, le respect des règles communes. Dans un contexte de crise permanente, ces valeurs peuvent sembler secondaires.
elles sont en réalité fondamentales. Sans elles, aucune institution ne tient, aucun projet ne survit. Il s'agit aussi de transformer la colère en lucidité. La colère peut mobiliser, mais elle aveugle lorsqu'elle n'est pas structurée. La lucidité, elle, permet de comprendre les mécanismes, d'identifier les responsabilités et de formuler des exigences précises. Un peuple lucide est plus difficile à manipuler qu'un peuple simplement en colère. Le réveil mental passe par l'éducation civique, au sens large. Comprendre comment fonctionne un État, comprendre les rôles des institutions, comprendre les limites du pouvoir politique. Sans cette compréhension, la démocratie devient un rituel vide, facilement détournable par ceux qui maîtrisent le langage et les symboles. Il implique également de repenser le rapport à la réussite. Dans un environnement instable, la réussite individuelle est souvent valorisée au détriment du collectif. Mais un pays ne se développe pas uniquement grâce à des trajectoires individuelles. Il se développe lorsque ces trajectoires s'inscrivent dans un cadre commun, prévisible et juste. Ce réveil ne se décrète pas. Il se construit lentement, à travers des choix quotidiens. Refuser certaines pratiques, même lorsqu'elles semblent normales. Refuser la facilité du compromis avec le désordre. Refuser le cynisme qui prétend que rien ne changera jamais. Haïti n'a pas besoin d'un mythe supplémentaire. Elle a besoin d'une maturité collective. Une maturité qui accepte la complexité, qui reconnaît les blessures du passé sans s'y enfermer, qui transforme la mémoire en force et non en excuse. Ce réveil mental est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus décisive. Car lorsqu'une masse critique de citoyens change sa manière de penser, les structures finissent par suivre. Les institutions, aussi fragiles soient-elles, ne peuvent résister indéfiniment à une exigence collective cohérente. Haïti a déjà prouvé dans son histoire qu'elle pouvait renverser l'impossible. Le défi actuel est différent. Il ne s'agit plus de briser des chaînes visibles, mais de dépasser des blocages invisibles. Et cette bataille-là se joue d'abord dans les esprits. Le réveil mental n'est pas une promesse rapide, c'est un processus. Mais c'est aussi la seule voie crédible pour que Haïti cesse de déranger le monde par son instabilité et commence à le déranger par sa capacité à se redéfinir elle-même. À l'heure où le monde entre dans une nouvelle phase de recomposition géopolitique, Haïti se retrouve à un carrefour historique. Les équilibres internationaux changent, les anciennes puissances perdent de l'influence, de nouveaux acteurs émergent. Et dans ce contexte instable, chaque pays est contraint de redéfinir sa place. Pour Haïti, cette période représente à la fois un danger et une opportunité. Un danger, parce que les États fragiles sont souvent les premières victimes des bouleversements mondiaux. Mais aussi une opportunité, parce que les règles du jeu ne sont plus totalement figées. Ce qui était impossible hier peut devenir envisageable demain. Haïti continue de faire peur à certains acteurs internationaux, pas par sa force militaire ou économique, mais par ce qu'elle symbolise. Elle incarne l'idée qu'un peuple opprimé peut renverser un ordre injuste. Cette symbolique reste dérangeante, même 2 siècles plus tard. Elle rappelle que les hiérarchies mondiales ne sont pas éternelles. Dans le même temps, Haïti possède un potentiel souvent sous-estimé. Sa position géographique stratégique, sa diaspora nombreuse et qualifiée, sa jeunesse malgré les difficultés, créative et connectée au monde, sa culture, reconnue bien au-delà de ses frontières. Ces éléments constituent des leviers réels, mais encore largement inexploités. Le problème n'est pas l'absence de potentiel, mais l'absence de cadre. Sans sécurité, sans institutions crédibles, sans vision partagée, ces atouts restent dispersés. Ils profitent à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Le pays exporte ses forces vives, ses talents, son énergie, sans parvenir à les transformer en moteur de développement interne. Le monde de demain sera plus dur, plus compétitif, moins patient. Les pays incapables de se structurer seront marginalisés. Les aides seront plus conditionnelles, les alliances plus pragmatiques. Dans ce contexte, Haïti ne pourra plus se permettre de rester dans une position d'attente permanente. La question centrale devient alors celle du choix. Choix de continuer à subir les dynamiques extérieures ou choix de tenter une réappropriation stratégique de son destin. Choix de rester un dossier humanitaire ou choix de redevenir un acteur politique, même modeste mais cohérent. Ce choix ne se fera pas uniquement dans les palais présidentiels ou les conférences internationales. Il se fera dans la capacité collective à formuler un projet crédible. Un projet qui parle à la population locale, mais aussi au monde. Un projet qui transforme l'image d'Haïti de symbole de chaos en symbole de reconstruction lucide. Haïti n'a pas vocation à devenir une puissance mondiale, mais elle peut devenir un exemple. Un exemple de pays qui, après avoir été puni, isolé, marginalisé, choisit de se redéfinir par la conscience plutôt que par la colère.
par la stratégie plutôt que par la réaction. Le monde observe, parfois avec indifférence, parfois avec inquiétude, mais il observe. Et dans un monde en mutation, les trajectoires inattendues sont souvent celles qui marquent l'histoire. Haïti peut continuer à déranger par son instabilité, ou elle peut commencer à déranger autrement, par sa capacité à se relever sans renier son passé, ni répéter ses erreurs. Ce bloc marque la frontière entre l'analyse et la décision, entre ce qui a été subi et ce qui peut encore être choisi. Car l'avenir d'Haïti ne dépend pas seulement de ce que le monde fera d'elle, mais aussi de ce qu'elle décidera de faire d'elle-même dans ce monde en train de changer. Au terme de ce documentaire, une chose devient impossible à ignorer. Haïti n'est pas seulement un pays en crise, elle est un miroir tendu au monde, mais aussi à elle-même. Elle dérange parce qu'elle rappelle une vérité que beaucoup préfèrent oublier. L'ordre mondial n'a jamais été juste. Il s'est construit sur la domination, l'exploitation et le silence imposés à certains peuples. Haïti a brisé ce silence trop tôt, trop fort, trop radicalement. Et pour cela, elle a été punie, isolée, affaiblie. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'injustice subie. Elle se prolonge dans la manière dont un peuple vit avec cet héritage. Et c'est là que le véritable défi commence. Haïti ne peut pas éternellement expliquer son présent uniquement par son passé. Le passé est clair, il n'excuse pas tout. À un moment donné, une nation doit décider si elle transforme sa mémoire en force ou si elle en fait une prison. Cette décision est lente, douloureuse, mais indispensable. Le monde, de son côté, ne sauvera pas Haïti. Il ne l'a jamais fait. Il peut aider, accompagner, soutenir, mais il ne reconstruira pas à sa place ce qui doit l'être de l'intérieur. Attendre un sauveur extérieur, c'est prolonger l'attente. C'est différer l'inévitable confrontation avec soi-même. La vérité la plus difficile à accepter est peut-être celle-ci. Haïti dérange moins aujourd'hui par ce qu'elle a fait hier que par ce qu'elle pourrait redevenir demain. Un peuple conscient de son histoire, lucide sur ses faiblesses, exigeant envers ses dirigeants, discipliné dans son action collective, est toujours dangereux pour les systèmes fondés sur l'inégalité et la résignation. Le chaos actuel n'est pas une fatalité. Il est le résultat de choix accumulés, de renoncements répétés, de compromis avec le désordre. Et ce qui a été construit par des choix peut être déconstruit par d'autres choix. Lentement, difficilement, mais réellement. Haïti n'a pas besoin d'un mythe de plus. Elle a besoin d'une maturité nouvelle, une maturité qui accepte la complexité, qui refuse les solutions simples à des problèmes profonds, qui comprend que la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Ce documentaire n'avait pas pour but de désigner des héros ou des coupables uniques. Il avait pour but de poser une question essentielle. Que fait-on de ce que l'on sait maintenant? Car savoir sans agir n'est qu'une autre forme d'oubli. Haïti est à un point de bascule. Elle peut continuer à déranger le monde par son instabilité, son chaos et ses crises répétées. Ou elle peut commencer à déranger autrement, par sa lucidité, par sa capacité à se relever sans nier son passé, par sa volonté de redevenir actrice de sa propre trajectoire. L'histoire n'est pas terminée, elle est ouverte, mais elle n'attend pas indéfiniment. La véritable question n'est donc pas de savoir pourquoi Haïti dérange le monde. La véritable question est de savoir ce que Haïti décidera de faire de cette vérité.